plateau, Massoud Salari, bonjour. Vous êtes journaliste à Euronews. Farhad Khosrow-Khavar, sociologue, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, est aussi avec nous. Massoud Salari, une première question d'abord pour vous. On a vu aujourd'hui l'Iran relayer abondamment les images du lieu du crash aujourd'hui, avec le déplacement des militaires, avec des journalistes, avec les secouristes sur place. Est-ce que ça dit quelque chose de la situation en Iran ? Oui, ça dit quelque chose de très important sur la situation en Iran parce que on parlait souvent, comme vous venez de dire, on parle souvent de Raisi comme éventuel remplaçant du guide suprême Ali Khamenei après sa mort. Et dans de telles circonstances, sa mort devient importante. Mais lui, en tant qu'une personne, en tant qu'un homme politique faisant partie de l'ensemble de la République islamique, il y en a certains qui disent que ça va pas changer grand-chose à l'intérieur du système. Parce que... Mais il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé aujourd'hui également. Oui, il y a des rumeurs sur l'attaque israélienne, sur la main des gardiens de la révolution derrière, parce que le régime a tellement eu un passé pas très glorieux en disant de mensonges, surtout après la chute de l'avion civil ukrainien en 2022. Que les gens ne croient plus, en fait. Il y a plein de rumeurs qui circulent, mais Israël, à mon sens, n'a pas vraiment d'intérêt à frapper l'hélicoptère de Raisi. Alors, il y a 5 jours de deuil national qui ont été décrétés. Que va-t-il se passer pendant ce laps de temps ? Il n'y a pas de vacances de pouvoir. Tout est organisé pour que la continuité soit assurée. Et selon la Constitution, l'article 131, il y aura son adjoint, le vice-président qui le remplacera comme président par intérim. Est-ce que les Iraniens le connaissent ? Oui, les Iraniens le connaissent, mais c'est pas une personnalité, encore une fois, populaire et charismatique. D'ailleurs, Ebrahim Raisi non plus, au contraire, il est haï, il est détesté par beaucoup d'Iraniens. Oui, en fait, pendant ces jours de deuil, ça ne se passe pas vraiment grand-chose, sauf à part les obsèques. Mais le deuil national en Iran, c'est plutôt symbolique. Il y aura les drapeaux en berne. Il y aura mercredi, ils ont annoncé tout à l'heure, que les administrations et les écoles, les établissements scolaires vont être fermés pour les obsèques de Raisi. Mais à mon sens, il n'y a pas vraiment de changement énorme dans le système. Farhad Khosrow-Khavar, est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, que le décès brutal du président, finalement, ne va pas beaucoup avoir de conséquences sur le pays ? Je pense que s'il n'y a pas de mouvement de protestation, il n'y aura pas de changement majeur. Le changement, c'est plutôt dans les formes de présentation de nouveaux présidents éventuels. Par exemple, Zarif, qui était un modéré, entre guillemets, pendant la présidence de Rouhani, s'est présenté comme candidat à la future présidence. Ce qui avait été interdit auparavant, si vous voulez, par le guide suprême et les instances qui décidaient des candidatures. Il y a comme une capacité nouvelle, certes virtuelle encore, mais de certains candidats qui avaient été rejetés à se présenter. Évidemment, c'est une autre paire de manches de savoir s'ils seront élus ou non. Mais le problème est que cette mort, ainsi que la mort du ministre des Affaires étrangères, Abdollahian, pose la question de ce qu'on pourrait appeler la stabilité du régime. Cette stabilité n'est pas remise en cause. Elle est là, mais en même temps, la fragilité, ne serait-ce que sur le plan technologique, ne pas avoir des hélicoptères sûrs qui puissent transporter le chef de l'État. Bref, cela montre aussi la fragilité et ce qu'on pourrait appeler l'incapacité du régime à s'assurer la sécurité de ses membres les plus éminents. Ce qui fait qu'il y a maintenant diverses rumeurs
vous savez, les théories du complot, il y en a qui l'attribuent à Israël, alors qu'il n'y a aucune preuve de l'intervention israélienne. Il y en a qui l'attribuent même au pouvoir lui-même, parce que Raïssi était censé être un peu le candidat, si vous voulez, au poste du guide suprême après la mort de l'ayatollah Khamenei. Bref, il y a plusieurs rumeurs qui circulent, et il y a aussi la rumeur qui consiste à dire que le chef de la police de l'Iran, qui a été l'un des membres les plus éminents dans la répression du mouvement de 2022, a été assassiné. Tout ça, si vous voulez, ça crée des formes de rumeurs. Et puis, il y a la liesse d'une partie de la population qui s'est manifestée, mais qui a été aussi... Revenons aux élections qui vont se dérouler dans 50 jours. Est-ce que l'émotion suscitée par la mort du président Raïssi va influencer ce scrutin-là? Est-ce qu'il y a déjà des personnalités qui pourraient lui succéder? À mon avis, en fait... pour ne pas être trop subjectif, mais le passé nous a montré que Raïssi lui-même est arrivé au pouvoir avec un scrutin où le taux de participation était vraiment médiocre par rapport aux précédentes élections. Et encore une fois, à mon avis, il n'y aura pas vraiment d'énormes changements dans ce taux de participation et on ne s'attend pas à un grand mouvement. Sans parler du taux de participation, est-ce que ce décès brutal, encore une fois, peut profiter au camp conservateur, ultra-conservateur, ou est-ce que ça va donner l'occasion aux réformateurs d'essayer d'émerger? Est-ce que vous pensez que les équilibres vont changer en raison de cette précipitation du scrutin? Ce poste vacant donne l'occasion à des gens ambitieux comme les représentants des gardiens de la Révolution. D'ailleurs, Ghalibaf, qui est un grand portrait, une grande figure des gardiens de la Révolution, de se présenter. Aussi, Mohamed Javad Zarif, qui va être cité, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui est considéré comme réformateur. Ils ont tous la possibilité de se présenter. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas l'avenir pour les Iraniens, c'est plutôt le passé. Parce que Ibrahim Raïssi est un bilan noir, extrêmement noir, des années 80. Je veux rappeler encore une fois que ce n'était pas une personnalité brillante, c'était un bilan très noir. Dans les années 80, il a réalisé la fameuse fatwa de l'ayatollah Khomeini pour l'exécution des milliers des opposants, des prisonniers politiques. Et il faisait partie d'un comité de 5 qui appliquait cette fatwa. Lui est beaucoup plus connu que les autres. Et puis, après, on connaît son passé dans la répression du mouvement Femmes, Vie, Liberté, il y a quelques années, il y a 2 ans que ça a commencé. Et il a toujours été connu comme un magistrat, un juge brutal plutôt qu'un homme politique. C'est plutôt son passé. C'est d'ailleurs explique pourquoi une grande partie du peuple iranien est joyeux aujourd'hui. On a vu même des scènes spectaculaires de feux d'artifice hier dans certaines villes en Iran. Farhad Khosrow-Khavar, quelle était l'image de ce président qu'on présente comme ultra-conservateur, très, très dur? Il est arrivé au pouvoir en 2021 en voulant porter la voix des plus pauvres, en voulant faire cesser la corruption. Est-ce qu'il avait rempli ses missions? En réalité, il a été l'élu, si vous voulez, du guide suprême et de l'aile dure de l'armée des gardiens de la Révolution. Quant à son projet, vous savez, maintenant, de plus en plus, les gens n'y croient plus. J'ai l'impression que, de toute façon, c'est la répétition du même, avec des personnalités différentes qui sont en quelque sorte les disciples du guide suprême. Il n'y a pas de possibilité, compte tenu des restrictions qu'impose le régime, si vous voulez, d'une ouverture quelconque, même timide, à un niveau ou à un autre. D'autant plus que pour qu'il y ait une ouverture, encore faut-il que sur la politique étrangère iranienne, il y ait un renouveau. Or,
pour ce qui est du nucléaire, actuellement, il n'y a aucune possibilité. Et dans la relation qu'entretient l'Iran avec les Houthis au Yémen, la Syrie, le Hezbollah au Liban ou le Hamas, eh ben, cela ferme totalement la perspective d'une possible ouverture dans le dialogue avec l'Occident. Et à cela s'ajoute aussi le fait que la Russie n'aimerait pas qu'il y ait une ouverture parce que le pétrole iranien, si ça s'écoule, si vous voulez, librement, ça mettrait en cause la vente du pétrole russe à un certain nombre de pays. Donc tous ces phénomènes font que le blocage actuel avec l'Occident, qui est à l'origine, en partie du moins, des difficultés économiques du pays, ce blocage est devenu structurel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas comment on pourrait ouvrir une nouvelle perspective sur le renouveau économique et l'arrêt de ce qu'on pourrait appeler l'appauvrissement des classes moyennes iraniennes et l'indigence de plus en plus accentuée d'une très grande partie de la population. Massoud Salari, comment vous analysez aussi, alors pas l'héritage, mais en tout cas le bilan sur la scène internationale de la présidence de Raïssi? On a constaté ces dernières années un durcissement de cette politique à l'international avec un pays qui, avec d'autres, formait un axe vraiment frontal et très fort vis-à-vis notamment des États-Unis et des Occidentaux. Ebrahim Raïssi, en fait, c'est une dent dans tout un engrenage qui est la République islamique, qui cherchait ces dernières années à déstabiliser la région et développer un peu sa puissance en matière nucléaire, ce qui inquiète les Occidentaux, bien sûr. Mais lui, en personne, il n'a pas vraiment fait quelque chose de particulier. C'est vrai que lui, avec son ministre des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, qui est décédé avec lui, c'était les deux qui représentaient surtout la politique iranienne envers le nucléaire, mais ils représentaient seulement, c'était toute la République islamique, c'était surtout les gardiens de la révolution qui ont décidé de durcir, de déstabiliser la région. Et voilà, c'est vrai, en effet, ces dernières années, il a aidé à ce durcissement de politique. Oui, alors c'est une particularité en Iran, c'est d'avoir un guide suprême avec un président. Et parfois, on s'y retrouve pas bien sur qui décide quoi, par exemple, sur la politique étrangère ou sur d'autres questions économiques, etc. Donc, le président, c'est un chef de gouvernement qui ne fait qu'exécuter, c'est ce que vous dites. Il est le chef de l'exécutif, il n'est pas vraiment le décideur principal, il représente, il est chef du cabinet. Et le pouvoir essentiel en Iran, pratiquement, c'est dans les mains des gardiens de la révolution, et le guide qui tranche, mais le chef de l'exécutif, le président de la République, il exécute les politiques de l'État. D'ailleurs, la répression du mouvement, il était là, mais c'était surtout les gardiens de la révolution qui étaient derrière. Oui, on comprend bien pourquoi maintenant, pourquoi la présidentielle dans 50 jours ne changera peut-être pas grand-chose au régime iranien. Merci beaucoup Massoud Salari d'avoir été notre invité. Merci Farhad Khosrow Kavar d'avoir été également avec nous.